Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez le 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce lundi le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska Gomez. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, Saïd Sayoud, de son côté. Et de son côté, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi au siège du ministère le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, qui effectue une visite officielle en Algérie. À cette occasion, le ministre d'État a eu un entretien en tête-à-tête avec Raphaël Grossi, permettant aux deux parties de passer en revue les différents axes de coopération entre l'Algérie et l'AIEA dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et d'examiner les perspectives de leur élargissement et leur promotion, notamment dans les domaines liés au développement durable comme la santé, l'agriculture, les ressources hydriques et les énergies renouvelables. Les deux parties ont également débattu des voies et moyens de poursuivre la contribution commune en vue de renforcer l'accès des pays africains à la technologie nucléaire à usage pacifique. Toujours en Algérie, le Premier ministre Sifir Aliyev a présidé ce lundi au Palais des Nations la cérémonie de prestation de serment des membres du Conseil national économique, social et environnemental, validant ainsi leur qualité de membres du Conseil pour le mandat 2025-2029. À noter que le CNES est une institution consultative et un cadre de dialogue, de concertation et de proposition dans tous les domaines de la vie du citoyen et de la nation. L'Algérie avance aujourd'hui d'un pas ferme vers la réalisation d'un développement durable, fondé sur une économie diversifiée, une société solidaire et un environnement préservé. Cela nécessite de redoubler d'efforts afin de concrétiser la vision de Monsieur le Président de la République, reposant notamment sur le renforcement de la transparence, de la bonne gouvernance, de la diversification de la base productive et de l'encouragement de l'innovation. Ajoutant à cela l'investissement dans le capital humain, la poursuite du processus de numérisation ainsi que la concrétisation de la transition vers une économie verte et une énergie propre. Dans son allocution, le Premier ministre a affirmé que le secteur des hydrocarbures en Algérie était en plein essor, de quoi lui permettre un passage flexible vers un modèle énergétique durable. Notre pays connaît une dynamique exceptionnelle dans le domaine énergétique, à travers la modernisation des infrastructures et le renforcement des capacités nationales en matière de valorisation des hydrocarbures et de développement de l'industrie de transformation, notamment dans la pétrochimie. À cela s'ajoutent des projets ambitieux dans le domaine des énergies renouvelables qui permettront sans aucun doute une transition souple vers un modèle énergétique durable. Pour Sifir Aliyev, le secteur de l'agriculture connaît également ces dernières années une dynamique et d'énormes réalisations dans l'investissement, représentant l'une des locomotives de l'économie algérienne avec la réalisation de projets stratégiques dans le sud du pays. Je ne saurais passer sous silence les grands progrès réalisés par l'investissement agricole au cours des dernières années, grâce auxquels ce secteur est devenu l'un des principaux moteurs de l'économie nationale, notamment dans le domaine des cultures stratégiques qui connaissent un essor remarquable, en particulier avec le lancement de plusieurs projets stratégiques dans le sud du pays. Dans un autre registre, les travaux de la réunion bilatérale entre le ministre algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, Saïd Sayoud, et son homologue espagnol, Fernando Grande Marlaska, ont eu lieu ce lundi à Alger. Une rencontre consacrée à l'examen de plusieurs dossiers d'intérêt commun, notamment la sécurité et la protection civile, la sécurité routière, la gestion des catastrophes et d'autres sujets. Rappelons que le ministre espagnol de l'Intérieur avait entamé dimanche soir une visite officielle de travail en Algérie.
Nous aspirons à renforcer la coopération bilatérale entre nos deux secteurs ministériels et soutenir toute forme de coopération entre les services de sécurité des deux pays dans un but commun, celui d'affronter les menaces et les répercussions continues du phénomène de la migration clandestine afin de garantir la sécurité et la stabilité de nos deux pays. Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la réunion bilatérale algéro-espagnole, le ministre de l'Intérieur espagnol Fernando Grande Marlaska a réaffirmé le ferme engagement de son pays à renforcer les liens de coopération et de partenariat avec l'Algérie, à même de concrétiser les aspirations communes. Je voudrais en premier et avant toute chose mettre en valeur la solidité des relations diplomatiques entre nos deux pays. L'Algérie est un partenaire clé de l'Espagne dans différents domaines, que ce soit pour la coopération bilatérale ou pour les relations internes, qui constituent un vrai partenariat entre nos deux pays. Les efforts fournis par les deux équipes ministérielles jusqu'alors constituent un modèle de coopération fructueuse et constructive entre nos deux pays. Comme l'a souligné M. Saïd, ces efforts et ces développements interviennent dans le cadre du suivi de l'accord signé entre les deux pays en 2008 concernant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Fernando Grande Marlaska a par ailleurs salué le travail et la vigilance des services de sécurité algériens pour contrer le phénomène de la migration clandestine et le démantèlement de différents réseaux criminels. On écoute. Nous voulons exprimer notre gratitude pour les efforts consentis pour combattre l'immigration illégale et le démantèlement de ces réseaux criminels. Dans ce cadre, je voudrais saluer les efforts des forces algériennes qui protègent la vie des gens. Nous apprécions également énormément les efforts continus que les autorités algériennes fournissent pour alléger les pressions migratoires. Nous réalisons également que les réseaux criminels font preuve d'une grande capacité d'adaptation en changeant les méthodes et les parcours pour poursuivre leurs activités dans le domaine de la traite humaine. C'est pour cette raison que nous n'avons pas le choix que de travailler en collaboration en améliorant la coordination et en unissant les efforts pour être plus efficaces et mieux combattre ces réseaux criminels. Pour sa part, Saïd Saïoud a rappelé que l'Algérie n'a jamais eu recours au chantage en utilisant la carte de la migration clandestine comme le font d'autres parties. Il est important d'affirmer que l'Algérie, malgré les pressions et les menaces que constitue ce phénomène, n'utilise nullement la migration irrégulière comme moyen de chantage ou comme monnaie d'échange avec les pays européens, comme le font certaines parties, vu qu'il s'agit d'une question humanitaire qui concerne les souffrances de personnes comme nous, que la situation économique et les crises ont poussé à entreprendre cette aventure dangereuse. Les efforts que nous fournissons pour traiter et contenir cette situation sont fondés sur nos intérêts nationaux et correspondent à nos engagements internationaux. Coopération algéro-nigériane, le président de la Chambre des représentants de la République fédérale du Nigeria, Tajuddin Abbas, a entamé ce lundi une visite officielle en Algérie à l'invitation du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Borali. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays, ainsi que l'échange d'expériences et de vues sur les questions d'intérêt commun. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage leur coopération parlementaire sur plusieurs axes de collaboration et ont signé un mémorandum d'entente visant à promouvoir des relations durables fondées sur l'intérêt mutuel, la paix et le développement économique. Je suis heureux de vous informer que nous avons atteint plusieurs accords importants et exploré des domaines dans lesquels les parlements nigérians et algériens peuvent collaborer et établir des partenariats dans l'intérêt mutuel de nos deux pays. Nous avons également signé un mémorandum d'entente qui marque le début d'un parcours historique vers la prospérité, la paix, les intérêts communs et le développement économique de nos deux nations. Nous sommes confiants que ce bon départ sera maintenu. Nous attendons avec impatience d'accueillir Son Excellence le président du Parlement algérien au Nigeria, à la date de son choix. Nous espérons aussi que nous, deux groupes d'amitié parlementaires, le groupe d'amitié Nigeria-Algérie, continueront à travailler ensemble sur les domaines d'intérêt commun au profit de nos deux pays.
Dans ce contexte, le ministre d'État algérien, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arqab, a également reçu la délégation parlementaire du Nigeria, conduite par le président de la Chambre des représentants de la République fédérale du Nigeria, Tajuddin Abbas. Cette rencontre a été l'occasion d'approfondir la concertation et d'échanger les points de vue sur les perspectives de coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines des hydrocarbures et des mines. Les deux parties ont par ailleurs évoqué le projet de gazoduc transsaharien, considéré comme l'un des projets énergétiques régionaux les plus importants, qui vise à relier les réserves de gaz nigériennes au réseau algérien afin de répondre à la demande croissante en gaz, tant sur les marchés des pays africains voisins que sur les marchés européens. On reste dans la capitale Alger. Ce lundi, l'Association internationale des amis de la révolution algérienne a organisé une rencontre dédiée aux blouses blanches où des témoignages émouvants ont fait revivre l'engagement courageux des médecins, infirmiers et soignants qui, au péril de leur vie, ont soutenu la révolution algérienne. Les détails, Maria Chouya. Au cœur de la guerre, ils ont combattu autrement. Des pansements et du courage à la place des armes. Ils ont soigné dans les maquis, parfois sans lumière, souvent sans repos. Médecins, infirmiers et volontaires sont venus d'ailleurs tendre la main à la révolution algérienne au péril de leur vie. Aujourd'hui, l'Algérie leur rend hommage à travers les voix de ceux qui se souviennent. Les gens du corps médical, pas seulement les médecins, des infirmiers, des infirmières, des brancardiers, des pharmaciens, des gens qui, pour certains, ils ont donné leur vie. Ils ont été tués par le système colonial. D'autres que j'ai connus alors que j'étais un jeune étudiant à Montpellier, que j'ai connus en tant qu'étudiant en médecine, qui ont abandonné leurs études pour rejoindre le maquis, comme les professeurs Toumi, le professeur Dalia, le professeur Djennes, etc. Alors ces gens-là, nous n'avons pas le droit de les oublier. À 94 ans, Nourdine Djoudi porte encore avec émotion la mémoire des siens. Jean-Paul Francou, bien qu'il ne soit pas médecin, avait choisi d'aider autrement, en transportant les poches de sang, les outils de soins, jusqu'aux blessés qui ne pouvaient se déplacer. À travers le souvenir de son épouse, c'est la mémoire de tous ces anonymes que l'Algérie honore aujourd'hui. Mon mari était beaucoup plus... Comment dire, il avait plus réfléchi que moi, il s'était plus engagé que moi à l'époque. Il a apporté toute l'aide qu'il pouvait, c'est-à-dire en gros apporter des médicaments pour la zone autonome parce que à l'époque il manquait de tout dans cet hôpital de la zone autonome. Il pouvait pas, les malades ne pouvaient pas, les blessés ne pouvaient pas aller à l'hôpital Mustapha. Ils se faisaient descendre en route. Il a été sollicité pour ça, pour apporter des médicaments, pour apporter aussi des poches pour la transfusion sanguine. Figurez-vous, c'était un des gros problèmes. C'est des petites choses, mais voilà, qui sont quand même tout un témoignage de ce qu'était la révolution algérienne. C'est-à-dire quelque chose qui mobilisait vraiment toute la population. Parmi ces visages du dévouement, celui de cette vieille dame se distingue. Sans formation, sans préparation, elle a appris sur le terrain à soigner, à panser les plaies des moudjahidines, à affronter la douleur et la peur. Devenue infirmière de la Révolution malgré elle, elle raconte comment la guerre a fait d'elle une soignante du maquis. C'était en 56, j'avais pas 14 ans. J'ai pris ma mère en charge. C'est comme ça que je suis devenue infirmière. C'est là où j'ai appris à faire des soins, malgré moi. Là, je voyais ce qu'elle faisait l'infirmière et les infirmiers. J'ai fait la même chose. Parce qu'elle était à l'état critique. D'ailleurs, elle est morte à la suite de ses blessures. Toute jeune, même pas 40 ans. Je n'arrive pas à oublier, je pleure tous les jours. Des témoignages qui rappellent le courage silencieux de toutes ces personnes algériennes ou étrangères qui ont pris part au combat. Plus d'un demi-siècle après l'indépendance, leur geste reste un symbole, celui d'une fraternité sans frontières. Sahara occidentale, la direction du Parti communiste brésilien a réaffirmé sa solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination et a révélé qu'elle s'efforçait de convaincre le président Lula da Silva de reconnaître l'État sahraoui
comme il avait reconnu auparavant l'État palestinien. La rencontre du représentant du Front Polisario au Brésil avec la direction du Parti communiste a permis aux diplomates sahraouis de dénoncer les manœuvres de l'occupant marocain qui tente de confisquer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et de consacrer la réalité coloniale. Dans le même dossier, l'écrivain et militant des droits humains portugais Vitor Alvarez a affirmé que toute proposition visant à résoudre la question du Sahara qui ne garantirait pas le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui serait une tentative d'enterrer son droit à la liberté et à l'indépendance. Il a également souligné que le Maroc n'avait aucune souveraineté sur le Sahara occidental et que le peuple sahraoui avait le droit de décider librement de son avenir. Dans un article publié sur le site d'information portugais spécialisé dans la question du Sahara occidental pour un Sahara libre, Vitor Alvarez a expliqué que la proposition colonialiste promue par le Maroc constituait une atteinte au droit international et aux principes fondateurs des Nations Unies. Plusieurs organisations européennes de défense des droits humains et des droits des agriculteurs ont dénoncé ce qu'elles ont qualifié de dérive juridique et morale qui transforme l'Union européenne d'un partenaire de la justice en un acteur de la violation des droits des Sahraouis. Selon l'Observatoire sahraoui des ressources naturelles et de la protection de l'environnement, 59 organisations européennes d'Espagne, d'Allemagne, de France, d'Italie, du Portugal, de Suède, de Norvège, de Finlande et de Slovénie ont signé une pétition que l'Observatoire adressera à la Commission européenne dans laquelle ces organisations affirment leur rejet du nouvel accord commercial entre l'UE et le Maroc concernant les produits provenant des territoires sahraouis sous occupation marocaine. Et l'association agraire des jeunes agriculteurs espagnols a réitéré son rejet total de cet accord commercial entre le Maroc et l'Union européenne, estimant que ce dernier viole le principe de justice, menace la sécurité alimentaire européenne et va à l'encontre des résolutions internationales relatives au statut du Sahara occidental. L'association agraire considère que Bruxelles a procédé à une manœuvre politique visant à éviter délibérément la consultation du peuple sahraoui et à utiliser de manière ironique les fonds européens pour financer des projets d'irrigation et de modernisation des infrastructures agricoles dans les territoires occupés, ce qui favorise la production et l'exportation de produits bénéficiant injustement de privilèges douaniers. Crise en Libye, la mission d'appui des Nations Unies a salué le succès des élections de 16 conseils municipaux dans l'Est, l'Ouest et le Sud du pays, se félicitant du déroulement pacifique du processus électoral sans incident sécuritaire. Sur son site officiel, la mission a félicité tous les électeurs pour leur engagement en faveur du processus démocratique, comme en témoigne le taux de participation initial de 68% annoncé par la Haute Commission nationale des élections. La mission a également exhorté toutes les parties concernées à respecter l'intégrité du processus et à permettre à la Commission de mener à bien l'ensemble du processus. La Manul, qui a d'ailleurs réaffirmé sa coopération étroite avec la Haute Commission électorale et son soutien pour gagner la confiance des Libyens dans la crédibilité du processus électoral. Selon la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la Commission dispose de mécanismes et de procédures juridiques garantissant la transparence et l'intégrité, ainsi que de la capacité d'organiser des élections inclusives et crédibles, renforçant ainsi la légitimité des prochains scrutins qui reflèteront la volonté des Libyens. Direction le Soudan à présent, où le président du Conseil de souveraineté transitoire, le général Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré que le Conseil était prêt à négocier pour mettre fin au conflit de manière à redonner au pays son unité et sa dignité. Abdel Fattah al-Burhan a précisé lors de la présentation de ses condoléances à la famille d'un des officiers de la ville d'Atbara que ceux qui aspirent à la paix et mettent l'intérêt du peuple soudanais en premier sont les bienvenus, tandis qu'imposer la paix ou un gouvernement à un peuple qui les rejette ne sera pas accepté. Et cette guerre au Soudan est en train de dévaster tout sur son passage. Les plus touchés
Ce sont les civils. Ils sont pas moins de 1730 à avoir été déplacés dans les États du Nord Kordofan et du Nord Darfour en raison de l'aggravation de l'insécurité et des affrontements armés en cours dans le pays. L'OIM a précisé que ses équipes sur le terrain avaient estimé que 230 personnes avaient fui la région d'El Mazroub au nord du Kordofan jeudi dernier à cause de la dégradation des conditions sécuritaires. L'OIM ajoutera que 1500 autres personnes avaient été déplacées depuis la région d'Abou Gamra au nord Darfour et avaient été relocalisées. À noter qu'au cours des dernières semaines, le contrôle territorial des forces de soutien rapide a fortement diminué à travers le pays, tandis que l'armée a élargi ses avancées reprenant du terrain à Khartoum et dans l'état du Nil Blanc. Une frappe de drone contre un centre de déplacés a fait au moins 60 morts dimanche à Al-Fasher, une ville assiégée par les FSR au Darfour. Les civils de la région se réfugient dans des abris face aux attaques, alors que la crise humanitaire et la famine gagnent du terrain. Madame Zenzitouni. Ici, c'est le centre d'accueil des déplacés de Dar al-Arqam à El Fasher. Tout a été détruit suite aux attaques des RSF. Les corps des victimes enveloppés dans des couvertures sont toujours sur les lits et sur le sol. Les personnes prises pour cible n'ont jamais porté d'armes. La plupart d'entre eux sont des personnes âgées et des enfants. En pleurs, cette jeune femme raconte son cauchemar. Il s'agit d'un centre d'hébergement. Les RSF nous ont attaqués pendant la nuit. Au matin, vers 3h ou 4h, 2 roquettes nous ont touchés. Plus de 50 personnes ont été tuées, sans compter les blessés. Une femme enceinte de 7 mois est décédée à cause de l'hémorragie. Nous sommes des déplacés, nous n'avons rien à voir avec cette guerre. Nous sommes des citoyens qui voulons vivre. Après 2 ans et demi de violence, les habitants de la ville assiégée d'El Fasher et les déplacés qui s'y sont réfugiés ne savent plus comment s'en sortir. Tiraillés entre une sévère famine et les violences qui s'accentuent, leur seul salut, ils le doivent à des abris de fortune dans lesquels ils se réfugient tant bien que mal pour échapper aux drones et aux obus. L'incident du drone et ce bombardement n'était pas un cas isolé. Cela arrive environ 3 fois par jour. Et ensuite, nous courons vers les abris. 4 d'entre nous, voire plus, sont morts. Et plusieurs personnes ont été blessées. Honnêtement, je ne connais pas le nombre exact. Le conflit armé a déclenché des massacres ethniques et a créé une crise humanitaire massive. La directrice régionale des urgences de l'OMS aborde le nombre de cas importants de traumatismes engendrés par cette guerre civile. Depuis le début de la crise, plus de 15 000 cas de traumatisme ont été recensés. Pour vous donner un exemple plus récent, en une semaine, près de 500 cas de traumatisme ont nécessité des soins à El Fasher. Selon l'ONU, plus d'1 million de personnes ont fui El Fasher pendant les 18 mois de siège imposés par les RSF. Mais partir est devenu dangereux et coûteux. Beaucoup de ceux qui sont encore dans la ville ont creusé des bunkers pour se protéger des frappes répétées contre les civils. Le Salon international du livre d'Alger, SILA, revient pour sa 28e édition du 29 octobre au 8 novembre 2025 sous le thème « Le livre, carrefour des cultures ». Une conférence de presse s'est d'ailleurs tenue ce lundi matin à la Bibliothèque nationale à Alger pour dévoiler les grandes lignes du nouveau programme culturel de cette nouvelle édition. Reportage Falah Laili, récit Mohamed Amin Aberkan. À la Bibliothèque nationale d'Al-Hama à Alger s'est tenue la conférence de presse du Salon international du livre d'Alger qui revient pour sa 28e édition au Palais des expositions des Pays maritimes sous le thème « Le livre carrefour des cultures ». La première nouveauté cette année, c'est donc les thématiques dont traite la 28e édition du Salon international du livre d'Alger. Comme vous les avez vus, c'est des thématiques qui vont d'abord traiter la problématique de l'édition en rapport avec l'intelligence artificielle. C'est très important, c'est un sujet qui tient à cœur, qui est d'abord d'actualité, mais qui tient à cœur aux professionnels du livre, que sont les éditeurs, mais pas que, puisqu'il y a aussi la programmation d'un colloque scientifique international, qui porte le thème l'Algérie carrefour de civilisation. La 28e édition du Salon international du livre d'Alger va accueillir la Mauritanie comme un pays comme étant le pays invité d'honneur. C'est un pays frère, c'est un pays voisin, c'est un pays avec lequel on est lié par des relations d'amitié, de fraternité, mais aussi de culture et d'économie très fortes.
Un rendez-vous placé sous le signe du dialogue et de la mémoire avec une programmation qui accorde une place particulière à l'histoire de l'Algérie à travers conférences et débats. L'histoire, comme chaque année d'ailleurs, dans chaque édition est présente et très présente dans le Salon du Livre International d'Alger. Cette année, exceptionnellement, il y aura un colloque scientifique qui sera consacré à l'histoire de l'Algérie à travers les siècles. C'est l'Algérie dans la civilisation. Il s'agit tout à la fois de donner une autre vision de l'histoire algérienne, mais aussi de montrer comment l'Algérie, à travers l'histoire, a contribué à l'évolution de l'humanité à travers ses penseurs, à travers ses écrivains et à travers sa lutte de libération nationale. Il seront près de 1200 exposants de 49 pays à participer au SILA 2025, un nombre record de visiteurs attendus par les organisateurs qu'ils estiment à 5 millions de personnes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.